Chère communauté rwandaise et amis du Rwanda, vous êtes les bienvenus sur les ondes de la radio ITEME, le canal de communication de l'Alliance rwandaise pour le changement, ARC. Radio ITEME, c'est le pouvoir de la parole. Chers auditeurs de la radio ITEME, bonjour. Vous êtes avec Achille Kamana et en compagnie de Aline Ndabaga dans une nouvelle émission, une émission qui va s'articuler sur l'actualité au Rwanda, l'actualité plus ou moins en Afrique, du moins les changements ou des situations qui concernent la population rwandaise. Nous allons parler aussi de la sécurité, de l'insécurité plutôt, qui sévit à l'est de la RDC. Donc, sans plus tarder, je voudrais juste que Aline Ndabaga prenne la parole, qu'elle vous dise bonjour et qu'elle nous détaille le programme d'aujourd'hui. Aline, si tu m'entends, le micro est à toi. Bonjour tout le monde, merci de nous accompagner aujourd'hui. On va parler de trois sujets. On va parler de la situation actuelle au Niger à partir du coup d'État, voir où nous en sommes. On va aussi parler de la situation judiciaire et sécuritaire en RDC, notamment d'une plainte qui a été initiée contre le M23. Et aussi des relations tendues entre Kinshasa et Kigali. Donc ça, c'est les trois points dont nous allons parler aujourd'hui. On va essayer de ne pas être long, ça sera une émission de 45 minutes, donc merci de nous suivre. Achille, est-ce que tu voudrais que je commence directement? Oui, on peut y aller directement, oui. D'accord. Donc au Niger, comme vous savez, le président Bazoum élu en 2021, a été renversé par un coup d'État le 26 juillet 2023. Donc, ça a été mené par un groupe de militaires autour du chef de la garde présidentielle qui s'appelle Omar Tchiani. Et comme on sait, le Niger est un des pays les plus pauvres du monde, en dépit de ses ressources en uranium. Donc, on se demande comment ça se fait. Il se fait que la France est représentée au Niger par une compagnie qui s'appelle Areva. En fait, elle s'appelait Areva, mais maintenant elle s'appelle Orano. C'est une entreprise française qui exploite l'uranium depuis 50 ans au Niger. Donc, si le Niger est un des pays des plus pauvres, on sait qu'ils le doivent certainement à cette exploitation française plutôt que locale. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le CEDEAO, en plus des sanctions qu'il a déjà placées contre le Niger, a menacé d'attaquer le pays pour restaurer l'ordre constitutionnel. Mais c'est quand même assez difficile parce qu'on sait que le peuple et les pays voisins, notamment le Mali et le Burkina Faso, soutiennent les putschistes. Donc, on se demande si le Niger se déclare clairement ouvert au dialogue et a déjà annoncé une transition de 3 ans, dont les détails sont à suivre. Pourquoi cette attaque? Personnellement, je pense que lorsque un peuple soutient un coup d'État, ça devient une révolution populaire. Et dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on ne respecterait pas la souveraineté du peuple et quel sens serait cette attaque? Puis sachant que la CEDEAO n'a pas attaqué le Mali et le Burkina Faso lors de leur coup d'État, qui se cache derrière le CEDEAO? Pourquoi ne pas donner la chance à cette transition? Il y a beaucoup de questions vraiment qui sont en l'air et on n'arrive vraiment pas à comprendre pourquoi ce cas spécial. Achille, avant de donner la parole, on va aussi dire à nos auditeurs qu'en ce moment, il y a un coup de force entre le Niger et la France parce que le Niger a déclaré l'ambassadeur de la France au Niger persona non grata, ce qui veut dire que il doit s'en aller. On lui avait donné 48 heures jusqu'au dimanche. Aujourd'hui, nous sommes mardi, il n'est toujours pas parti parce que Monsieur Macron refuse d'accepter cette expulsion et lui a dit de rester sur place. Donc, on se demande aussi
à quel point on va pouvoir négocier si on n'arrive pas à accepter une chose aussi facile qu'une demande d'expulsion. Je pense qu'un pays souverain a le droit de dire on ne veut plus de cet ambassadeur, rentrez chez vous. Et le coup de force n'a vraiment pas raison d'être. Donc Achille, moi je te pose ces questions comme je viens de les poser. Pourquoi est-ce que la CEDEAO ne donne pas la chance à cette transition proposée par le Niger? Merci. Merci Aline d'avoir décrit avec des détails la situation qui prévaut au Niger. Dans mes éléments de réponse, je ferai un lien aussi avec le Rwanda. Donc, premièrement, il faut comprendre que la France n'est pas au Niger par amour, et les Nigériens n'ont pas permis aux Français de s'installer chez eux, d'exploiter les ressources naturelles par amour. Il y a une question d'intérêt, et cette logique d'intérêt, cette optique d'intérêt va toujours exister dans notre monde parce que les continents n'ont pas les mêmes richesses, que ce soit des richesses naturelles ou des richesses en termes de ressources humaines. On n'a pas les mêmes forces. Et donc, quelque part, on est voué à habiter ensemble, on est voué à travailler ensemble, on est voué à développer des partenariats, mais qui sont gagnants-gagnants. Et donc, les coups d'État qu'on voit en Afrique sont le résultat de la nature des partenariats qui existent entre les pays développés. Parmi eux, il y a des pays qui sont des anciennes puissances coloniales. Et justement, il y a les pays qui ont été colonisés, qui sont indépendants depuis les années 1960, mais qui vivent toujours sous la pauvreté, du moins une pauvreté statistique telle que mesurée par les organismes ou les instances internationales comme la Banque mondiale, le FMI, etc. Et donc, à partir de là, il y a ce qu'on appelle l'aide internationale. Il y a eu les programmes d'ajustement structurel dans les années 70-80, si je me rappelle bien. Et tout ça a résulté à l'appauvrissement de la population. Et donc, c'est cet appauvrissement qui est la base du mécontentement qu'on voit chez les différents peuples africains, surtout dans l'Afrique francophone. Et l'autre paradoxe, c'est que on voit des dirigeants s'enrichir, on voit des pays qui sont des anciennes puissances coloniales répondre aux besoins de leur population à travers les matières minières ou les ressources naturelles de ces pays d'Afrique, pendant que la population à qui appartient ces ressources, elle reste pauvre. Parlant de Orano, anciennement appelé Areva, il y a aussi une question de gestion des déchets. Ce sont des matières radioactives qui sont déversées à ciel ouvert au Niger et dont les conséquences sur la santé de la population sont très néfastes et sont sont horribles. Donc tout ça a créé un mécontentement un peu partout, surtout dans l'Afrique francophone. Et pour l'instant, on est sur un statu quo où une population que je dirais qui est déjà conscientisée veut que tout cela change. Et donc, à mon avis, la voie diplomatique serait la plus privilégiée, serait la mieux pour régler ce problème qui se forge ou bien qui se base sur des luttes d'intérêt. Il y a une nouvelle donne qu'on a constatée dernièrement en Afrique, c'est que certains pays, ou bien la majorité des pays africains, en ce moment ont plusieurs choix par rapport à leurs partenaires. C'est-à-dire que le monde n'est plus unipolaire ou bipolaire, le monde est devenu pluripolaire. C'est-à-dire que si on veut développer notre système d'éducation, on va faire affaire avec le plus offrant, que ce soit les Américains, les Français, les Anglais, les Allemands, etc. Donc, c'est cette nouvelle réalité. Mais c'est une réalité aussi qui se base sur ce sentiment d'injustice qui a duré très longtemps dans ces pays africains. Maintenant,
il faut comprendre que ce qui se passe au Niger est un tournant majeur. Ça suit certainement les révolutions populaires qu'on a vues au Mali et au Burkina. Maintenant, je pense que certains dirigeants de la CEDEAO se posent la question à savoir si le Niger passe à l'action. Est-ce que demain ce n'est pas le Togo ou le Gabon ou le Sénégal ou la Côte d'Ivoire? Les gens se posent des questions. Parce que les données de pauvreté qu'on voit dans ces pays, Mali, Burkina, Niger, sont presque les mêmes données qu'on voit dans les autres pays. Et donc, les ingrédients ou les motifs d'aller dans le sens des Nigériens sont là, sont toujours présents. Deuxièmement, il y a aussi la France dans tout ça. La France a des intérêts en Afrique. Il ne faut pas qu'on se le cache. Maintenant, comment est-ce par quelle stratégie, par quels moyens les Français ont assuré leurs intérêts? Je pense que ces stratégies doivent changer. Je tiens à rappeler que quand Macron, le président français, avait rencontré la jeunesse africaine, il me semble qu'il y a 2 ans de cela, il y a une Burkinabé qui a parlé et qui a dit les casseroles dans lesquelles vous voulez manger en Afrique sont très sales, très très sales. Il faudrait les nettoyer, il faudrait changer les choses. Si cela ne change pas, nous ne mangerons pas. Je pense que surtout la jeunesse africaine a été très formelle. Or, tout le monde, toutes les statistiques démontrent que d'ici peu, la population africaine va augmenter et que la jeunesse, la grande majorité, la grande partie des jeunes, disons de la jeunesse mondiale, se trouvera en Afrique. Et donc, si l'Afrique continue à être pauvre, si ces partenariats, la nature de ces partenariats restent les mêmes, il y aura des enjeux. Et en ce moment, Aline, il y a déjà des enjeux dans la mesure où, quand on voit comment la politique s'actualise dans certains pays d'Europe et au Canada, aux États-Unis, la question de l'immigration revient tout le temps. Et cette question, c'est normal qu'elle revienne parce que justement, les gens refusent de vivre dans l'indignité pendant qu'ils peuvent vivre dans la dignité dans les pays occidentaux. Et donc, les dirigeants ou les acteurs qui sont impliqués dans l'exploitation de ces ressources, à mon avis, devraient repenser à mettre en place ou à encourager ces régimes qui sont en Afrique à repenser leur politique de redistribution des richesses. À partir de là, les gens vont rester chez eux et ceux qui voudront sortir sortiront par choix et non par contrainte. Je pense que c'est là que se trouve l'enjeu principal. Maintenant, la CEDEAO joue sa survie parce que si ce coup de temps au Niger réussit et que les putschistes finissent par avoir gain de cause, qu'est-ce qui va se passer plus tard? Et la crédibilité de la CEDEAO est mise en jeu, les intérêts de la France sont mis en jeu et donc le conflit vient de là. On est dans une impasse. Oui, mais je suis désolée de te couper la parole, mais la solution, c'est pas attaquer le pays. La solution, c'est de voir quelle est la cause de ce putsch. Il y avait beaucoup de problèmes socio-économiques dans le pays. Il faut adresser ces problèmes. Si à chaque fois qu'il y a un coup d'État, on attaque, ça ne mène à rien. Donc, il faut vraiment commencer à voir ça comme un cri au secours. Lorsque la population soutient un putsch, c'est parce que vraiment il s'agit d'une révolution populaire et le peuple est en train de dire aidez-nous au secours et pas venez nous attaquer. Non, je comprends très bien ce que tu dis. Je pense que la majorité des gens privilégient la voie diplomatique, mais moi j'essaye d'expliquer la situation en me mettant à la place de plusieurs acteurs, les acteurs du moins qui sont concernés par la question. Si tu veux mon avis c'est que on devrait repenser à la nature des partenariats et on devrait voir qui on soutient en Afrique parce que justement j'allais faire le lien avec le Rwanda. On parle dans ces derniers jours du sentiment anti-français. Le sentiment anti-français n'est pas subi, il vient pas juste du ciel ou de n'importe où. C'est un sentiment qui a été construit et qui est alimenté par des faits réels. Parlons de la population rwandaise, Aline. La population rwandaise en ce moment vit sous une dictature.
depuis 1994. Une dictature qui a été féroce, sanguinaire, qui a été hostile même à l'État français pendant très longtemps. Et en ce moment, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Paul Kagame est l'un des partenaires, est l'un des principaux partenaires de la France en Afrique. Au détriment de quoi? Au détriment de la souffrance de la population rwandaise. Et donc, ce sont des données qui sont très importantes et qu'il faut considérer dans comment nous développons des partenariats. Je pense que les Africains sont entrés dans une ère ou dans une époque où ils veulent le respect, la dignité et l'émancipation. Ils aspirent à l'émancipation comme tous les autres peuples. Et on ne peut pas aspirer à l'émancipation, à la dignité et au respect avec des dictatures ou des dictateurs tels que Paul Kagame. Il y a aussi des paradoxes, des contradictions quand on voit des dirigeants changer de constitution de façon arbitraire. Ça s'appelle des coups d'État. Mais on ne voit pas ces pays réagir, on ne voit pas la CEDEAO réagir ou intervenir, on ne voit pas la France dénoncer cela. Paul Kagame a pris le pouvoir par la force en versant le sang de millions d'innocentes personnes. Il est toujours au pouvoir. Il travaille de très proche avec l'État français. La France a même soutenu la candidature d'une collaboratrice très proche de Paul Kagame, Louise Mushikiwabo, qui a une éthique de travail qui est contradictoire aux valeurs de l'OIF, de l'Organisation internationale de la francophonie. Et donc, c'est important de le nommer, et on le nomme pour corriger les choses, on ne le nomme pas pour nécessairement blâmer, même si on blâme, parce que au-delà de ça, il y a des innocents qui sont, il y a des personnes innocentes qui perdent la vie, qui se croupissent en prison, l'espace politique est fermé, les gens ne peuvent pas aspirer aux libertés individuelles, la pauvreté, la famine, c'est tout ça, l'insécurité en RDC, c'est tout ça, toutes ces contradictions font en sorte que les peuples finissent par avoir un sentiment anti-français ou même anti-occidental, parce qu'il y a un paradoxe de sortir des rapports par la Commission des Nations des droits de l'homme, la Commission des Nations Unies pour les droits de l'homme, qui a sorti des rapports, ça fait 5 ans qu'elle sort des rapports successifs, décrivant et dénonçant l'attitude du gouvernement du Rwanda dans son attitude qui, disons, dans son irrespect par rapport aux droits de l'homme. De l'autre côté, on voit une instance comme le ONU Femmes qui organise un sommet pour l'émancipation des femmes dans un pays qui pratique le tourisme sexuel. On voit une instance comme l'UNDP, l'Organisation des Nations Unies pour le Programme des Nations Unies pour le développement. On les voit continuer à travailler avec ce régime qui n'a aucune adhésion populaire, aucune adhésion politique de la population rwandaise, un régime qui est devenu un fardeau pour toute la sous-région des Grands Lacs. Et donc, tout ça sont des paradoxes qui font en sorte que les peuples se soulèvent et qui font en sorte que il faudrait repenser la nature des partenariats, et la seule façon d'y repenser, c'est de répondre aux intérêts de la population. Aussi longtemps que les intérêts de la population ne seront pas répondus, il y aura toujours des crises qui vont se traduire par des guerres civiles, des luttes armées ou des coups d'État. Donc, moi, c'est ce que j'avais à partager par rapport à cette question que tu as posée. Parfait, merci beaucoup Achille. Donc, deuxième point, ici, on va toucher sur le sujet de la justice. Il s'agit d'un collectif des victimes du M23 qui a initié une plainte contre ce groupe armé. Et on sait que le M23, il s'agit principalement de soldats rwandais de l'armée rwandaise de Kagame. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Donc, lorsqu'on dit M23, c'est M23 et Kigali. Elle a été déposée donc à l'auditorat militaire du Nord Kivu afin de faire toute la lumière sur les responsabilités de ces exactions et intervient après celle déposée par le gouvernement de Tshisekedi à la Cour pénale internationale. Donc, je rappelle que le gouvernement de Fachi a lui aussi déposé une autre plainte formelle à la Cour pénale internationale contre le M23. Aline, en disant Fachi, tu parles de Félix Tshisekedi.
Oui, oui. D'accord. Donc, Félix Tshisekedi, son gouvernement a déposé une autre plainte formelle à la Cour pénale internationale contre le M23 pour les violations de droits de l'homme, donc crimes de guerre et viols sur son territoire entre 2022 et 2023. Mais je dirais qu'en réalité, ces atrocités de la mafia de Kagame datent des années 90. Donc, il faudra faire un retour en arrière pour voir la carrière meurtrière de Monsieur Kagame. Et puis d'ailleurs, au mois de juin, un rapport de Human Rights Watch, donc ça c'est l'organisation des droits de l'homme, qui nous a rappelé que le groupe rebelle du M23 soutenu par le Rwanda serait responsable de fausses communes contenant des dizaines de corps retrouvés dans un village de Kishiché dans le nord Kivu. Il s'agit de l'est de la République démocratique du Congo. Et donc, ces corps, il s'agit de corps que les M23 ont exécutés entre novembre 2022 et avril 2023. Donc, il ne s'agit pas de supposition, il s'agit quand même d'un rapport fait par une organisation compétente et qui a les preuves qui soutiennent ces arguments. Donc, première chose, moi, j'applaudis ces victimes qui ont enfin osé prendre leur destin entre leurs mains et poursuivre ce régime meurtrier jusqu'au bout. Et la seule peur qui me reste, et la seule peur, je pense, qui reste à tout le monde, est-ce que cette plainte va aboutir? Combien de plaintes faut-il déposer contre cette mafia de Kigali pour enfin avoir justice? Quand est-ce que Kagame va s'asseoir sur le banc des accusés? Je pense qu'on ne serait pas dans le fond en disant que c'est quand même le Hitler de l'Afrique. Cet homme a plus de sang sur ses mains que n'importe quel autre président qu'on a eu sur le territoire africain. Et donc, Achille, je te demande, est-ce que tu penses que cette plainte va aboutir ou alors ça sera encore une histoire dont on parlera dans 1 ou 2 ans en disant que la plainte n'a abouti à rien et que M. Kagame jouit toujours de sa liberté et continue de tuer? Merci Aline de m'interpeller sur cette question. À mon avis, ce monde fonctionne dans différentes sphères de façon différente. Il y a plusieurs optiques, il y a plusieurs machinations. Et puis Kagame a démontré, on l'avait dit dans une précédente émission, a démontré des grandes capacités à manipuler, surtout au niveau de la communication, ce qui fait en sorte que tous les crimes qui ont été commis sous sa responsabilité sont documentés et sont gardés. Il y a des livres qui ont été déjà écrits. On peut parler du livre de Judy River, on peut parler du livre de Michael Wrong, on peut parler des différents livres que M. Onana a écrit. Et donc, il y a beaucoup d'informations sur les crimes de Kagame, du moins dont il est responsable. Maintenant, on ne peut que se réjouir de voir qu'il y a un changement de ton, un changement au niveau de ce qui se déroule, parce que je ne pense pas qu'en 2010, on aurait pu avoir ce genre de démarche être publiée. En 2010, je ne pense pas qu'on aurait pu voir certains médias internationaux dénoncer justement la criminalité de Paul Kagame. Et en ce moment, c'est ce qu'on voit. C'est-à-dire que les temps ont changé et que la communauté internationale, du moins les différents acteurs internationaux, savent qui est Kagame et que sur le plan diplomatique et politique, il est complètement lâché. Parce que, justement, on ne peut pas continuer pendant 30 ans en versant le sang de millions d'innocents sans être interpellés. Et donc, la suite, c'est que il y a aussi des négociations qui ont été entamées au niveau de la Cour pénale internationale pour éventuellement mettre en place un tribunal qui jugerait toutes les personnes qui ont été responsables des crimes commis sur le sol congolais entre 1996 et 2002, si je me rappelle bien. Et puis, peut-être qu'avec ces différentes initiatives et ces différentes démarches, peut-être qu'on aura aussi peut-être que cette cour aura le mandat d'aller juger des gens qui, jusqu'à présent, sont impliqués dans les crimes qui se font, bien qui se déroulent sur le sol congolais. Maintenant, il y a un élément qui est très important
qui démontre aussi le changement de ton et le changement d'attitude ou de considération envers Kagame. Il y a quelques semaines, ou si, je pense qu'il y a quelques jours d'ailleurs, pas quelques semaines, il me semble que la nouvelle est tombée la semaine passée, si je me rappelle bien, un des généraux de Kagame, Andrew Nyamvumba, a été mis sur la liste des personnes qui sont poursuivies par les États-Unis. Il y a des sanctions qui ont été prises contre cette personne. Et on applaudit haut et fort ce genre d'initiative parce que ces criminels, il faut les dissuader. Il faut leur montrer que l'impunité n'est pas une démarche qui est acceptable en ce moment. L'impunité, on doit lutter contre cette impunité. Et on doit lutter contre cette impunité en mettant devant la justice et devant la loi les personnes qui sont concernées par des mandats ou même en RDC. Et donc, je crois fortement que tout le monde devrait se mobiliser. Nous, les Rwandais, on devrait continuer à nous mobiliser par rapport à tout cela. Je ne pense pas qu'on a besoin d'une guerre armée pour lutter contre Kagame. C'est un régime qui est basé sur la terreur, le terrorisme et le mensonge. Et donc, il suffit que les gens n'aient plus peur de ce régime pour assister à sa chute. Et c'est ce qu'on fait tous les jours, on sensibilise la population et on interpelle la communauté internationale ou les acteurs internationaux pour qu'ils se rappellent que leur collaboration avec Paul Kagame nuit à la population rwandaise et au peuple de la sous-région, et d'autant plus qu'on peut parler aussi des peuples africains. Et donc, je pense que ces démarches on doit continuer à les faire, on doit croire au système de la justice, on doit croire que la justice existe, même si les démarches visant à traduire les gens devant, justement, sur le banc des accusés peuvent prendre du temps, mais on doit toujours croire à la justice et on doit toujours œuvrer dans ce sens-là. Je crois fortement que la lutte contre l'impunité fait partie des éléments, fait partie des démarches qui vont affaiblir le régime sanguinaire de Paul Kagame. J'y crois fortement et je pense que dans peu de temps, on va assister à la chute de ce régime. Et j'espère pas trop tard, parce que je ne voudrais pas le voir à ses 80 ans sur les bancs des accusés. Je veux le voir le plus tôt possible pour arrêter la souffrance de beaucoup. Donc, le dernier... Géraldine, excuse-moi. Je ne sais pas si tu as fait des cours de chimie. Souvent, en chimie, quand on faisait des analyses ou bien quand on était en train de démontrer comment les réactions chimiques se produisent, de temps en temps, ou bien, des fois, on nous disait que il y a des accélérateurs de réactions chimiques, les enzymes. Et donc, il faudrait comprendre que nous, les Rwandais, nous sommes aussi des accélérateurs de la chute de Paul Kagame. Plus qu'on va nous mobiliser, plus qu'on va militer dans le sens des intérêts communs, plus que ce régime va être affaibli et plus qu'il sera inévitablement dirigé vers sa fin. Eh ben, Achille, que Dieu t'entende. Donc, dernier point dont on va parler, c'est la situation sécuritaire. Donc, on sait que les relations entre Kinshasa et Kigali restent tendues et que les autorités congolaises et différents rapports aussi continuent à crier au fort que la rébellion du M23 est soutenue par Kigali. Néanmoins, le régime de Kagame continue à nier l'évidence. Et ça me fait vraiment rire des fois parce que je me dis, comment est-ce que tu peux nier quelque chose qui maintenant est répandu partout? Tout le monde sait que le M23, sans Kigali, il n'y a pas de M23. Alors, le dernier rapport du groupe d'experts de l'ONU publié au mois de juin dernier nous confirmait l'appui du Rwanda au M23, qui, à son tour, accuse Kinshasa d'être à la base des multiples violations de l'intégrité territoriale au Rwanda. Donc, imaginez-vous, Kigali accuse Kinshasa d'être à la base de multiples violations de l'intégrité territoriale du Rwanda. Qui a envahi qui? Enfin, je veux dire, c'est quand même une chose incompréhensible. Et puis, Kigali continue
à dire que ils sont de pauvres innocents, que le monde les déteste et qu'il y a une grande machination contre le Rwanda. Là, on va s'arrêter un moment et demander à Kigali d'arrêter l'hypocrisie, d'arrêter de nous prendre pour des cons. Je m'excuse pour ce mot, mais je pense qu'à un moment donné, il faut dire les choses comme elles sont. Le Rwanda a envahi la RDC depuis des décennies. Or, on n'a jamais vu un seul membre de la FRDC sur le sol rwandais. Donc, il est temps d'arrêter de manipuler, de mentir, de peindre les choses comme ils ne le sont pas. Il faut assumer. Il faut assumer que vous êtes un État et un régime meurtrier et que le monde est en train de vous découvrir un à un, que ce soit vos généraux, que ce soit tout le monde qui est lié à Kigali est d'une manière ou d'une autre coupable de cette invention parce que il s'agit d'un régime qui a en fait bâti sa fondation sur le pillage de la RDC et nos pauvres amis congolais, nos pauvres frères et sœurs congolais subissent le régime de Kagame, tout comme nous au Rwanda d'ailleurs, on le subit et il est temps que ça s'arrête. Donc le 18 juillet, la FRDC a annoncé que l'armée rwandaise s'apprêtait à envoyer de manière officielle ses troupes au Nord Kivu. Elle était déjà en place par les rebelles du M23. Donc, les autorités de Kigali n'ont pas pris longtemps pour répondre. Ils ont dit qu'apparemment, l'incursion serait justifiée par l'imminence d'une attaque supposée de la FDLR contre le Rwanda à partir du territoire congolais. Donc, on sait très bien que la FDR est une excuse éternelle de la mafia de Kigali et on sait que les membres de la FDLR auraient l'âge de Kagame. Donc, imaginez-vous des petits vieillots de 60 ans et plus en train d'attaquer Kigali. Mais c'est plutôt une blague plutôt qu'une menace, moi je dis. C'est quand même incroyable, Achille. Ma question pour toi, c'est pourquoi est-ce que le régime de Kagame continue à utiliser sans cesse cette carte de la FDR depuis 30 ans? Est-ce qu'il n'est pas temps d'inventer une nouvelle excuse ou juste de se barrer de la RDC et d'en finir? Dis-moi ce que tu en penses. Chère Aline, je pense que je vais être humble dans les éléments de réponse que je vais donner, mais je pense qu'il est vraiment irréaliste de penser que le régime de Paul Kagame va avouer quoi que ce soit au niveau de ses responsabilités criminelles sur le sol congolais. Ils vont toujours nier. Et au contraire, ils vont toujours se positionner comme étant les victimes. Okay? Et donc ça, c'est leur stratégie. Et étant donné qu'ils ont bâti une gouvernance basée sur le mensonge, ils n'ont pas d'autre chose à dire que des mensonges. Et donc c'est pour ça que je dis que c'est irréaliste de penser que ils vont un jour avouer leur tort ou avouer leurs responsabilités criminelles. Maintenant, il faudrait comprendre aussi certaines choses qui sont très importantes. Tu l'as bien cité. Le problème se situe où? C'est que Paul Kagame, pour instaurer son régime de terreur, il utilise beaucoup d'argent pour payer ses agents qui vont dans les différentes opérations d'élimination de ses opposants, dans les différentes opérations d'espionnage, mais aussi dans les opérations de diviser les populations, surtout en RDC. Et donc, depuis longtemps, on sait qu'il y a eu plusieurs mouvements, CNDP, il y a eu justement le M23 en ce moment, il y a eu l'AFDL au temps du président Laurent Désiré Kabila. Il y a toujours eu une volonté de diviser les rwandophones vivant dans la région de Kivu afin de toujours avoir des motifs pour faire la guerre en RDC. Et quand on parle des FDLR, on parle premièrement d'un groupe qui a été presque décimé dans les années 2018-2019. Je rappelle à nos auditrices et auditeurs que certains dignitaires, pourquoi je les appelle dignitaires, mais certains indignitaires rwandais, je ne sais pas si ce mot existe, mais je préfère dire des personnes, je préfère les appeler comme étant des personnes indignes, ont
ont exposé les corps de certains dirigeants du FDLR sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, WhatsApp. Non, pas WhatsApp, mais Twitter, Facebook. Ils les ont exposés comme des trophées. On les a tués, on les a tués. L'ancien ambassadeur du Rwanda en RDC, Vincent Karega, qui a été expulsé, je pense, l'année passée, et qui est retourné au Rwanda par une pirogue, avait clairement dit sur la radio Okapi, si je me rappelle bien, que les FDLR ne composaient plus de menaces contre l'État rwandais. Le conseiller militaire à la présidence de Paul Kagame, le général James Kabarebe, je tiens à vous rappeler que James Kabarebe avait été nommé chef d'état-major de la RDC lorsque Laurent Désiré Kabila avait pris le pouvoir. Et donc, on voit cette tentative, une tentative impérialiste de Paul Kagame qui existe depuis longtemps. Donc, James Kabarebe avait dit, si les FDLR osaient mettre ou poser le pied sur notre sol, en 2 minutes, ils seraient tous anéantis. Et donc, de voir un régime crier partout, crier comme étant des victimes ou des potentielles victimes du FDLR est contradictoire au discours qu'ils ont tenu il y a très peu de temps. Et je tiens à rappeler à nos auditrices et auditeurs que il y a 1 ou 2 mois, il y a un des généraux de Paul Kagame qui a clairement sensibilisé la population sur des menaces du FDLR en expliquant qu'ils ont des informations stipulant que des éléments du FDLR sont entrés sur le sol du Rwanda avec des armes. Et donc, il se pourrait que la population fasse à l'insécurité causée par des éléments des FDLR. Mais d'un autre sens, il y a un des porte-paroles de l'armée congolaise, des FARDC, qui avait expliqué que il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris. C'est que, à un moment donné, leur armée parvenait à maîtriser des éléments des FDLR. Ça, c'est le temps où le président Tshisekedi avait tenté de renouer les bonnes relations avec le président du Rwanda, Paul Kagame. Et donc, ils ont remis plusieurs éléments des FDLR aux autorités rwandaises. Et 2 ou 3 mois après, ils retrouvaient les mêmes personnes sur le sol congolais. Et donc, quand on parle du FDLR, on parle de quoi exactement? On parle, certes, d'un groupe de Rwandais qui existe, qui est au Congo, et puis qui juge que leurs droits ne seraient pas respectés au Rwanda. Puis on le voit, le Rwanda ne respecte aucunement le droit de ses citoyens. Et on parle aussi peut-être d'un groupe qui a été infiltré par les éléments de Paul Kagame, dont certains membres pourraient collaborer avec le gouvernement du Rwanda. Mais la résultante, c'est laquelle? C'est que le FDLR devient un outil ou devient un motif par lequel les Rwandais peuvent justifier leur attaque sur la RDC. Et donc, encore une fois, mensonge. Donc, les Rwandais, c'est-à-dire, quand je parle des Rwandais, je ne parle pas de la population rwandaise, le régime du FPR, dirigé par Paul Kagame, est toujours inscrit dans cette optique impérialiste, voulant son idéal à Paul Kagame, ça serait de voir la région de Kivu devenir indépendante. Et par conséquent, il pourrait la contrôler et il ne saurait pas la contrôler parce qu'il aime les populations de Kivu. Ce sont les ressources naturelles qu'il doit chercher là-bas. Les statistiques disent que... J'allais dire, Achille, mais n'oublions pas qu'il a déjà dit que ce territoire-là appartenait au Rwanda il y a des années. Hein. Donc, effectivement. Mais il a été contredit par des historiens congolais qui ont d'ailleurs invité les historiens rwandais pour les contredire dans leur analyse et puis dans leur démonstration scientifique. Et malheureusement, au Rwanda, l'éducation est très délabreuse et à un niveau très bas, que le Rwanda fonctionne par la volonté. Tout ce qui se passe au Rwanda n'est pas inscrit dans la loi. Les Rwandais fonctionnent selon
la volonté ou selon les capacités cognitives de Paul Kagame. C'est-à-dire que il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'état de droit au Rwanda, et c'est pour ça que nous n'avons même pas d'experts qui peuvent aller débattre de façon objective et scientifique avec nos frères congolais sur cette question de frontières. Mais tout ça encore fait partie des alibis de Paul Kagame pour vouloir justifier son invasion de la RDC. Maintenant, ce que j'allais dire, c'est que faut pas se le cacher. C'est très important parce que c'est déterminant pour la vie de la population rwandaise. On est déjà chanceux d'avoir Félix Tshisekedi au pouvoir en RDC et qui connaît très bien la situation du Rwanda dans la mesure où il a informé sa propre population que les Rwandais ne sont pas leurs ennemis. Leurs ennemis, c'est le régime de Paul Kagame. Donc ça, c'est déjà un grand pas. Maintenant, c'est à nous, population rwandais intègre, de continuer à affirmer haut et fort que nous ne soutenons pas cette guerre et de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'escalade. Maintenant, de la part de Paul Kagame, son régime, sur le plan budgétaire ou financier, les 50% de son budget proviennent de l'exploitation illégale et criminelle des ressources minières de la RDC. Je réfère au documentaire de Alain Foka. Et par conséquent, il y a une escalade due au fait que les accords ou processus Luanda-Nairobi n'ont pas été respectés par le M23. Et quand on parle du M23, pour nous, il n'y a pas de doute, on parle du régime de Paul Kagame. Les étapes étaient le cessez-le-feu, déposer les armes, ensuite cantonnement et ensuite réinsertion sociale pour les Congolais. Pour les autres groupes armés qui sont sur le sol congolais, ça serait de discuter, d'entrer en négociation avec des États dont ils sont originaires. Et Paul Kagame ne veut pas cela parce que si ces accords sont mis en application, sont respectés lettre par lettre, il perd sur 50% de son budget qui lui permet d'opprimer sa population et de manipuler l'opinion internationale. Et donc, il joue avec sa survie et l'État congolais aussi joue. Je pense qu'à un moment donné, ils jouent avec leur survie, mais maintenant, ils jouent beaucoup avec la souveraineté de leur pays, c'est-à-dire la restauration de la sécurité sur tout le territoire national. Et la question que tout Rwandais pourrait se poser, c'est est-ce que les Congolais vont continuer à se battre contre les symptômes ou ils vont clairement faire face à la maladie? Quand je parle des symptômes, c'est le M23 et puis la question d'insécurité à l'est du Congo. La maladie, c'est Paul Kagame, avec son esprit impérialiste hégémonique. Et donc, les Rwandais sont concernés par l'escalade qu'on voit dans ces jours-là. Et il ne faudrait pas s'étonner de voir qu'à un moment donné, il y aura vraiment une lutte armée entre les deux pays. Mais quand je parle des deux pays, je parle du régime de Kagame et puis de l'État congolais. Donc, pour nous, la solution serait qu'il y ait un changement de régime politique au Rwanda. On a besoin d'un régime qui respecte la dignité humaine. On a besoin d'un régime qui met en place des mécanismes, des stratégies et des programmes politiques pour que les Rwandais s'émancipent dans toutes les sphères de leur vie. On a besoin d'un régime politique qui cohabite paisiblement ou pacifiquement avec ses voisins. Nous avons besoin du Congo. On ne va pas se le cacher. Ils ont besoin de nous, on a besoin d'eux aussi. Et ça constitue la dynamique partenariale entre les pays un peu partout dans le monde. Et donc, aussi longtemps qu'il n'y aura pas de changement de régime politique au Rwanda, cette question d'insécurité va exister, que ce soit au Congo, en RDC, ou en Ouganda, ou au Burundi, ou en Tanzanie. Je tiens à rappeler que en 2015, l'État rwandais a été pris en flagrant délit parce qu'il soutenait ceux qui ont tenté de faire un coup d'État au Burundi contre le président Nkurunziza. Et donc, l'État rwandais est connu pour ça, ce régime rwandais est connu pour ça, et aussi longtemps qu'il sera en place, il ne cessera jamais d'agir ainsi.
c'est ce qu'ils ont appris. Ils ne connaissent que la terreur, la guerre et l'indignité, rien d'autre. Et donc, nous sommes très concernés en tant que Rwandais et nous souhaitons que la paix revienne dans la sous-région. Et c'est pour ça que nous interpellons les partenaires du Rwanda, les partenaires des Africains et puis les Africains en général aussi, de se mobiliser et de faire en sorte que Kagame soit mis hors d'état de nuire pour cesser son oppression envers sa population et l'insécurité envers les autres peuples d'Afrique, et qu'il y ait un changement, une transition, un changement de régime politique au Rwanda. C'est ce à quoi nous aspirons et nous savons qu'il y a beaucoup de Rwandais qui sont capables de gouverner ce pays mieux que Kagame. Puis je ne dis pas mieux parce que Kagame fait quelque chose de bien. Je dis mieux parce que nous sommes capables de travailler dans un sens contraire au sens que Kagame a instauré au Rwanda. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question de façon très claire. Je me suis un peu évadé dans plusieurs... Oui, Achille, merci beaucoup. C'est très clair. Je pense que lorsqu'on demande de l'aide, c'est vraiment pas pour le Rwanda, que pour le Rwanda ou que pour la RDC et le Rwanda. C'est vraiment, je pense, que pour toute la région et d'ailleurs le continent africain, car il est partout. Il est en Afrique, au Mozambique. On sait qu'il est en République d'Afrique centrale. Donc, c'est un homme qui vagabonde partout et partout il va, il ne fait que du mal. Donc, je pense que c'est vraiment un cri au secours, mais au nom de tous les Africains et pour le continent. Donc, je remercie tous nos auditeurs et auditrices qui nous ont rejoints aujourd'hui et j'espère qu'on pourra les retrouver à très bientôt. Merci, Achille. Merci, chère Aline, pour ton temps et pour ton courage, ta bravoure dans ce combat pour la restauration de la dignité au Rwanda. Et je suis persuadé, vivant ou mort, je suis persuadé que nous finirons par vaincre. Merci, Achille. Au revoir. Et à la prochaine. Cherchez la radio Témé, écoutez la radio Témé. C'est notre radio, c'est votre radio. La radio Témé, c'est le centre et la source, le moteur, la solution de tout ce qui veut le bien-être des Rwandais. Kimwe